Alors, bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo de nutriments. Donc, dans cette vidéo, on va parler du marché de la potasse. Donc, commençons dès maintenant. Encore une fois, un petit avertissement que cette présentation est fournie à titre informatif seulement. Les opinions exprimées sont seulement les miennes et pourraient évoluer dans le futur, donc aucune décision d'investissement ne devrait être prise uniquement sur la base de cette présentation. Donc voilà une image que vous devez être familier si vous avez écouté la première partie de la présentation. Donc c'est vraiment les opérations de potasse, de nutriments. Donc les 6 mines en Saskatchewan, les 2 terminaux pour être près des clients dans les grandes zones agricoles et les 5 terminaux maritimes pour l'exportation en vrac de potasse à l'échelle internationale. Donc vous pouvez vous demander, OK, mais la potasse, qu'est-ce que c'est? Donc la potasse, c'est le potassium. Donc, on retrouve le potassium pas dans sa forme pure, mais sous forme de chlorure de potassium, qui est dans une sorte de petite roche. On retrouve ça à partir de gisements souterrains à plus de 1000 km parfois de profondeur, et qui doit être extrait et transformé pour obtenir le produit final. Donc, et à quoi ça sert le potassium dans la culture agricole? Donc, les plantes et les cultures vont utiliser le potassium pour combler plusieurs besoins tels que la régulation de l'eau. Donc, les stomates, ça veut dire que ça va aider à la transpiration des plantes et à l'absorption de l'eau qui va les aider potentiellement à croître. L'activation enzymatique, donc ça, c'est pour stimuler les fonctions vitales des plantes, comme la photosynthèse, donc la nutrition des plantes par rapport à l'absorption du soleil, la croissance racinaire et la résistance au stress, qui sont des facteurs importants au niveau agricole. Donc, le modèle d'affaires dans la division de potasse de nutriments, c'est quoi? Donc, premièrement, Nutrien va venir extraire, transformer et vendre la potasse en vrac à des clients industriels, distributeurs et gouvernements. Donc, ça, c'est vraiment au niveau majoritairement euh, de ces terminaux maritimes. Donc, l'entreprise vend également à elle-même où est-ce qu'elle va pouvoir ensuite retransformer dans des engrais pour ses opérations de détail. Donc, les clients pour cette division-là, c'est qui? C'est les grandes coopératives agricoles, les importateurs internationaux, la Chine, l'Inde et d'autres distributeurs. C'est vraiment un modèle B2B, business to business, avec des grands volumes et des contrats à long terme. Donc, c'est important de garder contrat à long terme parce qu'on va voir les différents impacts que ça peut avoir sur les ventes de nutriments plus tard. Donc, et oui, les prix sont influencés par les marchés mondiaux, les quotas d'exportation et le coût du transport. Donc, premier graphique. L'offre et la demande, un concept de base, mais qui est très important dans des marchés comme celui que Nutrien opère. Donc, si on regarde pour commencer la ligne du bas, monde, on peut voir que en date de 2023, et les chiffres sont relativement similaires en 2024, la capacité opérationnelle est d'environ de 52 millions de tonnes et la demande était de 43. Donc, marché largement suffisant pour la demande actuelle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, par exemple, si on focus sur l'Amérique du Nord, on peut voir une capacité opérationnelle de 18 millions de tonnes pour seulement une demande domestique de 7 millions de tonnes. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit dans la vidéo d'introduction, où est-ce que la potasse se retrouve à seulement quelques endroits sur Terre et que dans d'autres pays, comme par exemple si on prend en Amérique latine, on a une capacité de 1,3 million de tonnes, mais on a une demande massive à presque 11 millions de tonnes pour 2023. Ce qui fait en sorte que Nutrien doit exporter à l'international sa potasse dans des marchés qui en demandent. On va explorer un petit peu plus loin qu'en Europe de l'Est. Il y a d'autres capacités opérationnelles qui sont importantes, qui sont les 2 autres pays dans lesquels on retrouve des quantités importantes de potasse. Et ce qui est vraiment intéressant, si on regarde en Asie de l'Est, donc la région où est-ce que la Chine va être, donc la capacité opérationnelle est quand même importante, à un petit peu plus que 8 millions de tonnes, mais insuffisante pour la demande euh,
que cette région-là a besoin. Donc voilà, ça dresse un petit portrait de l'offre et la demande. Ça ressemble à quoi? Par la suite, ça va ajouter un petit peu de profondeur à ce qu'on vient de dire. Vous pouvez voir dans le premier carré, c'est l'ensemble de la capacité de nutriments, ainsi que les autres acteurs en Amérique du Nord. Donc, le deuxième plus grand est Mosaic, et ensuite il y a un producteur marginal qui est une entreprise européenne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a une entreprise, mais ses volumes sont, ses capacités sont relativement assez faibles comparées à Nutria. Donc, euh, donc, en Amérique du Nord, c'est vraiment un marché à deux joueurs. Par contre, il y a d'autres énormes joueurs à l'international, Nutrien étant le plus gros. Mais par exemple, en Europe, on a les Russes et les Biélorusses qui sont des producteurs massifs de potasse. Et si on complète le tour en Chine, très bonne capacité, mais la demande est vraiment très forte dans cette région du monde-là, que ce soit la Chine ou l'Inde euh, qui sont en croissance. Donc, on a vu l'offre et la demande. Ça, c'est un portrait aujourd'hui. Ensuite, il faut se questionner à savoir l'offre et la demande. À quoi va-t-elle ressembler dans le futur? Donc, pour ça, on va focuser sur les coûts marginaux de long terme. Donc, c'est quoi, c'est quoi un coût marginal de long terme? C'est le coût que la potasse devrait être dans le marché pour inciter les producteurs à augmenter l'offre, pour augmenter la capacité. Donc, vous pouvez voir actuellement que les estimations pour 2030, c'est que le coût marginal de long terme de la potasse est en haut de 500 la tonne. Là, vous vous dites, OK, qu'est-ce que ça change? Il faut savoir que le prix aujourd'hui de la potasse et les estimés pour le prix de milieu de cycle dans le cycle actuel va être autour de 400 la tonne. Donc, vous pouvez voir que pour un producteur qui voit que, par exemple, le 400 la tonne va être le prix durant le cycle actuel et que ça prendrait un prix de 550 dollars la tonne pour augmenter la capacité ou pour investir dans des nouvelles mines qui peuvent être des montants substantiels, euh, on réalise très vite que ça fait pas beaucoup de sens. Donc, une chose qu'il faut retenir, c'est que la capacité de potasse augmente, n'augmentera probablement pas et ça va être des augmentations vraiment marginales de capacité et non pas de nouveaux énormes projets juste parce que euh, les fondements économiques ne fonctionnent pas pour l'élargissement massif de cette industrie-là. Par contre, comme on a vu précédemment, actuellement la demande n'est euh, l'offre, la capacité mondiale couvre amplement la demande, sauf que cette demande-là va continuer à croître. Donc, on garde ça en tête. Ensuite, la production de potasse. Comment ça se fait? Donc, euh, shout out à Nutria pour avoir montré un graphique de comment ça se produit parce que euh, même moi, j'avais pas une expertise, disons, à la base. Donc, on va dans les mines de potasse, on fait l'extraction, on remonte ça à la surface. Et dans l'étape numéro 4, on va venir broyer. Donc, parce que le chlorure de potassium est extrait sous forme un peu rocheuse, donc on remonte ça à la surface. Ensuite, on va venir le broyer pour libérer les cristaux de potasse du sel et des impuretés. Ensuite, le résultat final, on va venir le nettoyer, donc juste pour enlever de nouvelles impuretés, pour ensuite qu'à la prochaine étape, on puisse vraiment séparer euh, le potassium des impuretés qui restent. Et ensuite, on va obtenir un produit qui est relativement proche du produit final. Il y a certaines autres modifications qui peuvent être faites, mais ça vous donne en gros comment on procède pour extraire la potasse pour arriver à un produit final qu'on peut soit exporter ou vendre à notre division pour des transformations supplémentaires. Donc,
les hypothèses de la potasse pour mon modèle, qu'on va voir un petit peu plus tard. Nutrien conserve sa part de marché de 20% avec une demande mondiale de potasse de 83 millions de tonnes en 2030, propulsée par la croissance démographique. Donc, la part de marché de nutriments actuelle est déjà de 20%. Donc, mon hypothèse de base, c'est que Nutrien n'augmentera pas ou ne perdra pas des parts de marché, notamment parce que Nutrien est très bien positionné au Brésil, parce qu'ils ont déjà un réseau de distribution euh, de 243 points de service, donc, et le marché brésilien va être un marché de croissance. Toutefois, euh, la raison pour laquelle je dis conserve sa part de marché, même s'ils ont des perspectives favorables au Brésil, c'est que les autres régions agricoles du monde ou les régions qui sont vues comme étant en croissance ou continuons de croître dans le futur sont des marchés où je crois que les Russes et les Biélorusses sont bien mieux positionnés, seulement en termes géographiques ou même en termes politiques. On sait que, par exemple, la Russie a des relations privilégiées avec le continent africain. On sait que en Asie, juste la Russie à cause de sa position géographique, la Chine, l'Inde, donc, ont des relations euh, normales. Donc, je pense que la Russie et la Biélorussie vont pouvoir jouer leur carte dans ces marchés-là. Je pense que Nutrien va continuer à être dominant en Amérique du Nord, potentiellement même en Europe, en Australie, au Brésil, va être compétitif. Donc, c'est ma première hypothèse. Donc, c'est ce que je mentionnais dans la deuxième rubrique. Ensuite, un prix de cycle de 400$ la tonne métrique. Donc, ça, c'est un estimé. Mais ensuite, mon prix final est un peu en dessous de ça parce que euh, le 400, le 400$ la tonne métrique, c'est seulement un prix de référence, puisque Nutrien vend une certaine partie de sa production à l'étranger sous des contrats de long terme. Les prix de long terme, lorsque ces contrats-là ont été signés, peuvent être en dessous ou au-dessus du prix de référence actuel. Donc, généralement, les contrats de nutriments tendent à avoir un 11% d'escompte par rapport au prix de référence. Donc, c'est comme ça que je l'ai modélisé à plus long terme. Et je prévois également une légère amélioration des marges qui vont être causées par un prix de la potasse qui est plus élevé, seulement parce que la demande continue à augmenter. Et aussi parce que parmi les investissements qui sont faits de la part de Nutria, il y a des investissements qui sont faits en automatisation. Donc, l'extraction de minerais, euh, donc que ce soit des petits modules d'extraction autonomes ou qui peuvent être faits à distance, tendent à améliorer la productivité de l'entreprise. Mais rien de majeur, seulement des petites améliorations par-ci, par-là. Donc, merci d'avoir été là. Je remarque qu'il me reste peut-être encore du temps. On peut peut-être aller dans le modèle. Donc voilà, c'est comme ça que on l'a modélisé. Donc on a nos données historiques. On voit aussi que les ventes offshore, tandis que les ventes d'Amérique du Nord, Nutria fait plus des ventes en vrac offshore. Euh, au, au rythme de 2 tiers, 1 tiers. Mais donc voilà, avec, comme vous pouvez voir, les prix que j'ai utilisés pour le futur, c'est l'ensemble des prix qui sont en bas de 400$ la tonne métrique, notamment parce que les contrats à long terme vont venir mettre la pression à la baisse sur le prix moyen de vente des contrats. Et je pense que ça fait le tour. Donc, une augmentation des marges qui est relativement en ligne avec l'histoire, rien de majeur, mais des investissements modérés continus dans l'automatisation du processus d'extraction des mines. Donc sur ça, merci beaucoup d'avoir été là pour cette partie 2. On se retrouve dans la partie 3 pour le monde de l'azote. Bye bye!